Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans tous ses éclats. Alors le mois de juillet c'était Avignon, Viva Culture y était, Mathieu vous a présenté notre petite rubrique journalière sur les entretiens que nous avons eus avec différents comédiens. Le festival du Off se termine aujourd'hui 29 juillet, nous allons donc écouter deux entretiens. Un avec Isabelle Kraus qui nous a présenté quelques aspects de la vie de George Sand d'après le journal de sa vie, et une autre interview, celle de Claudine Van Beneden qui a mis en scène et joué Une chambre en attendant de Gilles Granouillet. Alors Isabelle Kraus, bonjour. Donc nous venons de voir ensemble au Théâtre des Italiens un spectacle que vous avez monté sur George Sand ou autour de George Sand. J'aimerais savoir pourquoi ce choix. Alors, c'est une grande dame que j'admire depuis très longtemps, George Sand, une femme qui finalement n'a pas la place qu'elle devrait avoir. On commence un petit peu maintenant, mais qui a été oubliée pendant pas mal de siècles. Et je trouve que voilà, c'est lui rendre un hommage. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de parler de la George Sand qu'on ne connaît pas ou si peu, la George Sand intime. Parce que vous avez choisi apparemment La femme amoureuse. Voilà, alors ce n'est pas moi, c'est une adaptation qui a été faite d'après Frédéric Grange, d'après voilà, c'est son autobiographie, le récit qu'elle a fait de sa vie, sa correspondance et le journal qu'elle a tenu toute sa vie, oui, oui. Où elle parle d'elle-même en fait, de son enfance, des grands moments qui ont marqué sa vie. Et ce sont des souvenirs comme ça qui reviennent en mémoire, où elle évoque notamment la mort de son père qui l'a beaucoup marqué, qu'on connaît peu. Et tous ces grands moments de sa vie, en fait, l'ont nourri et en ont fait voilà, la grande dame qu'on connaît. Donc c'est vraiment des moments qu'on ne connaît pas ou très peu. Non, parce qu'on connaît la républicaine, on connaît la travailleuse acharnée. Oui. Pendant que Chopin dormait peut-être ou composait, elle travaillait d'arrache-pied en fumant. Elle écrivait tous ses livres, donc on connaît surtout cette femme-là. Oui, donc vous avez choisi le côté intime. Le côté très intime de George Sand. Très intime. Des moments de son enfance voilà, qu'on ne connaît pas et qui ont façonné véritablement cette grande dame. Parce qu'on parle, voilà, alors évidemment de façon un peu caricaturale de ses frasques avec Musset, de cette femme qui peut-être était se déguisait, se travestissait. En fait, c'était vraiment qui s'habillait pour elle, en homme pour être libre. Mais c'était vraiment une liberté. Elle s'habillait en homme tout simplement parce qu'elle aimait monter à cheval et qu'avec une robe c'était. Et même à Paris, quand elle voulait sortir le soir, donc elle était en homme. Que c'était pratique, voilà, d'être en pantalon et non pas en robe. Exactement. Elle voulait être à l'aise, elle voulait être elle-même. Oui. Voilà. Donc vous avez plutôt insisté sur les sentiments. Tout à fait, oui. Voilà. C'est une femme passionnée, entière, et qui se donnait vraiment corps et âme à la personne à laquelle elle était, avec laquelle elle tombait passionnément amoureuse finalement. On dit elle a eu beaucoup d'amants, mais elle était entière, c'est-à-dire qu'elle avait, elle le dit d'ailleurs dans le texte, elle est peu facile à enflammer, et elle aime exclusivement. Quand elle aime entièrement, elle se donne vraiment corps et âme, et il se trouve voilà, qu'elle a eu beaucoup de passion dans sa vie, mais qu'elle a été entière jusqu'au bout. Donc le texte c'est le sien. Le texte c'est le sien, on n'a absolument rien inventé. Parce que vous avez choisi de montrer aussi, enfin de faire entendre Chopin et Liszt. Tout à fait. Donc vous Chopin, êtes sur bien scène évidemment, avec un parce pianiste. que c'est le grand amour de sa vie. Sûr. Et Liszt, parce qu'elle a énormément admiré Franz Liszt. Je crois qu'elle le plaçait
peut-être même au-dessus de Chopin quelque part. Et voilà, elle le recevait très souvent avec Marie Dagou, donc la compagne de Franz Liszt. Ils se voyaient régulièrement. Et c'est vrai que la musique de Franz Liszt côtoyait véritablement le sublime. Et sa musique l'apaisait complètement, la rendait poète. Quand elle écoutait des œuvres de Liszt, elle se mettait tout de suite à écrire et ça la nourrissait énormément. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit à propos de la mort de son père, parce que manifestement vous avez insisté dans le jeu, dans la représentation sur les sentiments par rapport à la mort, alors que ce soit son frère ou son parce que père. Ça c'est tout le côté, le grand romantisme de tout le 19e siècle, donc il y a tout ce goût romantique, et cette vous pensez fascination pour la mort. Ce sont des scènes clés? Pour moi, oui, je pense que ce sont des scènes clés parce qu'elle a beaucoup souffert de ne pas avoir connu son père. Et je pense que ce côté, maternel finalement, dans ses amours, elle a été très souvent une mère. D'ailleurs, elle le dit dans le texte, Musset lui a reproché d'être une mère. Chopin aussi, elle était vraiment très maternelle. Et je pense que peut-être, alors après on peut partir dans la psychanalyse, mais que voilà, elle a beaucoup souffert du manque d'amour aussi de sa mère, Sophie, puisque c'est sa grand-mère qui l'a surtout élevée. Et voilà, donc manque peut-être d'amour, d'être maternée en fait, et elle peut-être reproduit ça. Après ça, c'est moi qui m'engage en disant cela, mais en tout cas c'est une femme qui était très maternelle, très généreuse aussi, et avec son fils Maurice, voilà, elle l'a comblé de tendresse et d'amour. Et c'est vrai que Solange, elle était un peu mise à l'écart. Elle le dit de façon un peu brutale, mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal. Elle a moins aimé sa fille. C'est vrai que tous les passages où elle parle de la liberté de la femme, qu'elle a refusé de s'occuper de sa beauté, etc., c'est très intéressant. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on sent vraiment la personne dans une grande intériorité. Et puis une décision de vie, de vivre comme elle l'entendait, de vie libre. Comme elle l'entendait. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Je voudrais poser une question aussi sur la scénographie, sur le décor. Vous avez choisi un banc, donc on voit son utilité aussi bien pour être assise que représenter peut-être un tombeau. Voilà. Mais je voudrais demander pourquoi vous êtes restée si longtemps assise et si souvent assise. Parce qu'elle était... ça, j'avoue que c'est l'idée de ce banc qui représentait, voilà, à la fois... parce qu'à plusieurs reprises au début, je veux dire, par exemple, là, ça a été long, vous avez été longuement assise, et à un moment, on se dit, tiens, là, elle a, je sais pas, est-ce que c'était le mot liberté, ou je sais pas quoi, quelque chose que vous avez évoqué, on s'est dit, voilà. Parce qu'il y a aussi, en fait, il y a toute une gestuelle qui se fait aussi sur la musique. Debout ou assise, et c'était voilà, le banc, c'est le point d'ancrage finalement aussi. Après, voilà, c'est une idée de mise en scène qui est la mienne. De rester debout pour dire tous les textes, c'était pas terrible non plus. Je voulais quelque chose de très sobre, un piano, un banc. Et après, j'ai essayé, voilà, d'articuler une mise en scène autour de ce banc, de ce point d'ancrage. Parce que vous avez quelquefois une gestuelle aussi très ferme quand vous tapez sur le banc, etc. Et ça, évidemment, ça nous plaît, parce que ça renforce un peu mais ces paroles. Mais il y a aussi beaucoup la grâce, parce que c'est un être épris de beauté. Vous avez aussi donc usé d'une chorégraphie, voilà. Parce qu'elle a été prise toute sa vie de beauté. De beauté, de finesse, de grâce, et j'avais envie de rendre ça aussi dans le corps. Voilà, pour montrer qu'elle n'était pas que cette femme qu'on dépeint comme masculine. Elle avait énormément de grâce et de classe malgré tout. Sûrement. Tout. Voilà. Oui, on l'aime beaucoup. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous ? Moi, je suis comédienne, metteuse en scène depuis longtemps, implantée à Clermont-Ferrand, avec une compagnie qui est soutenue d'ailleurs par la ville de Clermont-Ferrand, que je remercie. Et puis voilà, qui essaye de justement faire parler des âmes fortes comme celle-là, des femmes fortes. Voilà. Oui, on a dit de vous que vous étiez une tragédienne. C'est vrai, c'est mon registre. Et je vous ai connu, vous étiez presque rasée, alors que là, vous avez une chevelure magnifique. Ah, vous m'avez connu dans Sans fleur ni couronne. Oh, peut-être il y a plusieurs années déjà. Spectacle sur la Shoah, tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
C'était hier ou presque. Le 29 juillet 1836, le roi Louis-Philippe Ier inaugure l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Il accomplit ainsi la promesse de Napoléon Ier à ses soldats au lendemain de la bataille d'Austerlitz. L'empereur ordonne dès le 18 février 1806 la construction d'un tel monument suivant la tradition héritée de la Rome antique. Il doit clore, à l'ouest de la capitale, la perspective est-ouest qui débute à la Bastille et achever le grand dessin urbanistique de la monarchie. Après la Grande Guerre, le défilé de la Victoire et la tombe du soldat inconnu ont fait de l'Arc de Triomphe de l'Étoile un haut lieu de la mémoire républicaine. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Alexis Henri Charles Clérel, comte de Tocqueville, plus communément appelé Alexis de Tocqueville, né le 29 juillet 1805. Philosophe politique, homme politique, historien, précurseur de la sociologie et écrivain français, il est célèbre pour ses analyses de la Révolution française, de la démocratie américaine et de l'évolution des démocraties occidentales. Son œuvre a une influence considérable sur le libéralisme et la pensée politique, au même titre que celle de Hobbes, Montesquieu ou encore Rousseau. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'acteur Jean-Hugues Anglade qui fête ses 63 ans. Il est révélé au cinéma par Patrice Chéreau dans L'Homme blessé en 1982. En 1995, il reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film La Reine Margot. Alors Claudine Van Beneden, bonjour. Nous sommes à la sortie de Présence Pasteur. Nous avons vu Une chambre en attendant de Gilles Granouillet. C'est un texte qui a été édité à l'Avant-Scène Théâtre et vous jouez un des rôles principaux. Oui, tout à fait. Il y a 4 personnages dans cette histoire. Un père, une femme de chambre kurde, et puis le fils et le réceptionniste de l'hôtel, puisqu'on se situe dans une chambre d'hôtel à la frontière turco-syrienne. Et votre compagnie s'appelle Nosferatu. La compagnie s'appelle Nosferatu. Oui. Voilà. Et je crois que vous jouez un autre spectacle, vous nous avez précisé. Oui, en fait, au démarrage, l'idée de ce projet, ça avait été de demander à 3 auteurs d'écrire une forme courte sur la thématique des combattantes kurdes. Voilà. Ces femmes qui prennent les armes en Syrie pour combattre l'État islamique. Et Gilles Granouillet a été le premier à répondre à la commande, mais il n'a pas écrit une forme courte, il a écrit une pièce qui dure le temps d'une pièce normale, 1h15. Il a contourné un peu le sujet, mais il parle quand même des combattantes kurdes. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais envie de développer le personnage féminin de cette pièce. Et du coup, comme j'étais en contact avec 2 autres auteurs, j'ai recontacté Magali Mougel, avec qui on en avait parlé au début, et à qui j'avais dit, mon projet de 3 petites formes, on va l'arrêter, j'ai une grande forme. Mais je l'ai quand même rappelé en lui disant, est-ce que tu peux prendre la carte d'identité du personnage féminin de la pièce de Gilles et en fait développer un monologue qui va donner et encore mieux expliquer son parcours. Donc du coup, voilà, ça fait un autre texte d'un autre auteur. Voilà. Mais avec un focus qui complète. Qui complète. Oui, effectivement. Oui. Alors le personnage principal, c'est vous, Monsieur Blachon. Donc François. C'est la Peshmerga. François Font. Bonjour. Donc merci d'être là et de nous répondre. Comment avez-vous, alors j'ai remarqué dans la pièce qu'on a des révélations successives sur les personnalités des personnages. Oui. Effectivement, le personnage féminin est très secret. Oui. Et elle parle peu, etc. Et Monsieur Blachon évolue. Il parle beaucoup. Pas beaucoup, un petit peu. Non, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il évolue quand même un peu, beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Comment sur vous l'avez pris, ce personnage? Parce que, en plus, c'est un personnage inscrit dans l'actualité. Complètement, oui, complètement. Donc, voilà, c'est un sujet difficile, pas croisé, un sujet brûlant. En discutant avec des gens comme ça, beaucoup disent alors soit j'aimerais pas que ça m'arrive, ou je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Ah oui, quand même. Si c'est parti, ouais, il y en a. Donc vous vous êtes inspiré de... Non, parce que je me méfie toujours de ces inspirations-là. Je préfère moi faire confiance au texte de Gilles
et à mes camarades sur scène. Parce que souvent j'ai l'impression que ça m'emmène à des endroits qui sont trop près du personnage qui existe. Voilà, donc je pense que l'auteur a déjà fait ce travail-là. Et après moi je fais confiance aux situations qu'on met à l'épreuve, qu'on éprouve pendant les répétitions. Et après forcément il y a des choses qui viennent influencer, évidemment, oui. Le fait d'être père par exemple, moi j'ai des enfants, je me suis plus inspiré de ça, d'avoir avec des enfants qui vont bien, heureusement, que pour trouver une relation avec les enfants, quoi, voilà. D'ailleurs la dernière scène, la rencontre entre le père et le fils, elle est assez terrible. C'est terrible ça. Oui. Je sais pas si on a bien compris d'ailleurs ce qui se passe, pourquoi ce père lui dit... il sait pas. Mais moi j'ai pas la réponse. C'est d'ailleurs extraordinaire. J'ai pas la réponse. J'essaie chaque jour, de ne jamais savoir que je vais lui dire je ne t'aime plus à la fin. Oui. Pour me laisser surprendre par le fils qui va partir, qui vient me réinsulter un petit peu, pour retrouver peut-être l'adolescent qu'il a été à un moment, ce qui ne serait pas très grave en soi, mais... Et chaque fois, je regarde ses mains, je me dis, il a peut-être égorgé quelqu'un, et je me dis, je peux plus aimer ça. Ça y est, il est loin. C'est fini. Oui. Ah oui. Voilà. Et alors, son évolution, elle est due aussi à ce personnage féminin. Oui, je pense que il est. Oui, déjà il a les circonstances. C'est-à-dire que déjà quand il arrive, il est dans un moment de questionnement important. Quand il est là, la première chose, c'est qu'il se questionne sur lui, qu'est-ce qu'il a fait de travers en tant que père pour que son fils décide de rejoindre l'État islamique. Et puis il y a une faille en fait. Il est là, il y a une faille et il croise cette femme qui l'écoute, qui lui parle. Je pense lui aussi, il se rend compte à certains moments qu'il y a peut-être des choses mystérieuses sur elle. Et puis là, il y a une faille qui lui permet de tomber amoureux. Et puis aussi le questionnement en tant que père finit par devenir un questionnement en tant que mari aussi. Et puis je pense que se révèle à lui le fait que, comme il le dit, il y a un moment donné, entre sa femme et lui, et ça fait longtemps qu'ils se regardent plus, quoi. Et là, à un moment donné, il a quelqu'un qui lui parle pas, qui est tout le temps en train de le regarder, parce que en fait, comme le personnage que je joue parle très peu et tout le temps dans l'écoute et dans le regard vers lui, et qu'en plus il y a des moments où ils se regardent vraiment tous les deux. Et pourtant sans complaisance, on va dire. Non, voilà. Mais je pense qu'il y a les moments de silence où d'un seul coup cette femme le regarde vraiment et lui du coup il la regarde vraiment, ça doit lui revenir en plein visage et il finit par se rendre compte que il sait pas s'il a réussi sa vie de père, il est en train de se demander comment va sa vie de couple, quoi. Et hop, là-dedans, elle le fait pas exprès, mais lui, il laisse quelque chose s'immiscer, quoi. Et c'est un sentiment amoureux, en fait. Oui, en revanche, au début... Il est le premier surpris, d'ailleurs, lui, parce qu'il s'imaginait pas une seconde retrouver des sensations d'adolescent, quoi. Mais surtout qu'au début, il dit bien que sa vie a été complètement normale. C'est très normal. Recherche de la normalité de tous les côtés. Alors le mot fait tilt quand même pour le spectateur. On se dit normal. Qu'est-ce qu'il est normal ? Qu'est-ce qu'il met derrière ? Où est la norme ? C'est ça. On a des doutes quand même. Ah, lui, c'est pas qu'il en rêvait. Il rêvait pas d'une vie comme ça. Il constate qu'il a eu cette vie. Il se dit, mais tout va bien. Enfin, tout allait bien. Il ne dit pas à un moment que... Si, il a tout fait pour que ce soit normal, non ? Oui, il fait tout. Enfin, il dit ça, mais comment dire, il le dit aujourd'hui. Oui. Je pense que au cours de sa vie, il n'a pas l'impression de faire une vie normale. Il vivait normalement les choses. Et c'est quand quelque chose dérape qu'il s'aperçoit que peut-être, ou pas, il a fait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est peut-être pas lui non plus, c'est peut-être l'évolution du monde dans lequel on vit qui fait que tout ça est en mouvement perpétuel et que les enfants ne s'élèvent pas aujourd'hui comme ils s'élèveront demain ou hier et que c'est peut-être même pas là la source du problème. Il y a un moment où la faille apparaît, c'est quand il fait semblant de dire, d'embrasser sa femme, de lui dire je t'aime, je t'embrasse. Oui. Là, apparemment, un peu par provocation, pour c'est ça. Oui. C'est presque ils ont presque des habitudes de vieux couples. C'est très drôle, moi je trouve ce couple. Oui, au fur et à mesure des journées qui passent, nous dans le jeu, on a un petit peu l'impression, que s'installe entre eux une habitude de se voir tous les jours à la même heure. Et c'est vrai que je pense que c'est à partir de cette scène-là qu'il y a quelque chose qui bascule. Parce que déjà, elle, à la scène précédente, il l'a envoyée paître de manière très très brutale, et elle revient quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a quelque chose.
c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est juste, bon, il faut pas le laisser, quoi. Elle revient quand même faire la chambre. Elle revient alors que c'est un jour, elle aurait pas dû travailler, et elle revient quand même faire la chambre. Et là, lui, ce jour-là, il joue cette espèce de petit jeu où il fait croire que... et c'est sans doute à ce moment-là que ça commence à... Elle est accro, hein, quand même, un peu. Elle est un peu accro de ce... Elle est accro à Blachon. Oui. Alors, évidemment, la fin est plutôt terrible. Oui. On va dire, c'est pas un conte de bisounours. Non. Malheureusement, on va dire. Non. Alors, j'ai été frappée parce que le sujet, quand même, il est très très brûlant avec Daesh, avec les attentats, la guerre. Oui. Et j'ai été très étonnée par la chambre, le décor. Qu'est-ce que vous me dites de ce décor réaliste là? Une chambre avec un tapis, là, une télé. Là, enfin, c'est moi. Comme qui dirait, on est dans une chambre d'hôtel. Là, c'est moi. Complètement. Alors, c'est moi au niveau de la mise en scène. Pourquoi vous avez choisi ce décor-là? En fait, on a cherché longtemps avec un scénographe. À un moment donné, on s'est dit, est-ce que... est-ce qu'on le met vraiment dans une chambre d'hôtel? Est-ce qu'on part sur quelque chose de réaliste ou on part sur quelque chose de pas réaliste? Et assez rapidement, toutes les deux, on a été d'accord d'être sur une proposition réaliste au niveau du décor. Parce que, personnellement, il est dans une chambre d'hôtel, il y passe 10 jours. Donc, personnellement, je ne voyais pas l'intérêt de faire une proposition scénographique qui allait le mettre, je sais pas, dans un autre endroit qui ne montrait pas une chambre d'hôtel. On a pensé à juste symboliser. Oui, et puis évoquer, et puis on s'est dit comment et puis à l'intérieur de cette chambre, il a une activité lui qui est un peu toujours la même, il regarde la télé, il lit, il attend, moi j'y fais le ménage, et on s'est dit si on enlève trop de choses, on n'aura plus rien à utiliser. Donc c'est vrai qu'on s'est dit faisons une chambre, et puis après moi j'ai là-dessus est venu s'ajouter la vidéo pour amener en fait tout ce qui allait être l'extérieur. Alors voilà. Je voulais en venir à ça. On va dire le feu, le bombardement, la guerre, et tout ça mélangé sans doute avec. Il dit à un moment donné qu'il a rêvé la première nuit, et voilà. Ce qui peut se passer dans son esprit à lui. Son esprit à lui qui est complètement tourmenté, tout ça se mélange. Ouais. Et puis on s'est dit que c'était ça, c'est entre chaque journée, il y a la nuit, et on s'est dit que à chaque fois, à chaque interscène, c'est-à-dire entre chaque jour, ce petit moment de nuit, il pouvait être court, mais il pouvait être chargé de plein de choses qui se mélangent. C'est-à-dire, voilà. Oui, l'impression que l'on a quand on voit la chambre, elle est complètement corrigée par la vidéo, effectivement. C'est vous qui l'avez fait? Non, moi je me suis occupé de la musique, notamment des tableaux de nuit. Voilà. Oui, alors la musique aussi. Vous êtes musicien, donc compositeur? Oui. Tout à fait, oui. Oui, de musique électroacoustique? Un peu de tout. À la base, j'ai une formation plutôt sur les instruments classiques, mais au fil des spectacles et des aventures, on est venu expérimenter d'autres techniques. Et puis là, je trouvais que justement l'aspect électronique se prêtait bien à cette idée de nuit, de rêve, de cauchemar, de choses lancinantes. Voilà. Et cette sonnerie de téléphone qui revient parce que voilà, parce que tout se joue un peu là autour de ce qui va se passer ou pas au travers de ce téléphone. Oui. Voilà. Oui. Parce que l'impression de réalisme, elle est, comment dire, cette vidéo est très très prenante au début, hein. Vraiment cet incendie, cette guerre, c'est le contexte, quoi, on va dire, cette violence terrible. Et ce que peut-être découvre, ce que découvre Blachon en arrivant aussi, soit dans son esprit, dans ce qu'il en a vu, c'est comme si ça résumait un peu ce qu'il en a vu sur internet, à la télé, un peu partout, comme il le dit, et en arrivant sur place aussi. Donc c'est un peu tout ce qu'il a pu vivre sa première nuit. Moi, des fois, je me raconte ça, quoi. Oui. Alors, je sais pas ce que c'est raconté. C'était une manière aussi de contrebalancer aussi le réalisme de la chambre. C'est-à-dire que j'ai compris. Et ça m'a beaucoup plu, ça. Ouais. Effectivement, cette vidéo envahissante comme ça, qui submerge tout, et qui va même submerger les personnages. Oui, parce qu'aucun, finalement, n'est libre de son histoire, de ça, de ces contextes-là. Oui. J'ai pas bien compris ce qu'il y a derrière la fenêtre. Parce qu'il est en Turquie, et j'ai cru voir des immeubles bombardés, non? Non, ils sont pas bombardés, ils sont normaux. Oui, ils sont normaux. Pardon, Non, mais c'est les fenêtres, j'aurais pu, c'est les fenêtres. Oui, c'est des fenêtres, et il y a un bout de minaret tout au fond. Il y a un bout de minaret. L'idée, c'était que dans la fenêtre, alors par moment, la fenêtre est aussi
mangé par des vidéos qui ne sont pas réalistes, mais l'idée, quand les moments où on voit la chambre de manière complètement réaliste, l'idée était qu'à travers la fenêtre, on ait une image réaliste de ce qu'il peut voir à l'extérieur. Donc en fait, c'est un minaret et un immeuble normal. Entier. On ne les voit pas bombarder. Parce qu'à un moment, j'ai cherché à deviner, c'était un peu loin. Je me demandais vraiment où on était. Oui. On est bien en Turquie. On est bien en Turquie, mais vous parlez la langue? Non, là pas du tout, parce que vous chantez à la fin. Je chante, c'est du kurde. Vous lui faites une leçon de prononciation. Voilà, ça j'ai... Elle a du mérite. J'ai demandé un peu de l'aide. Non, je ne parle pas du tout turc. Je ne suis pas d'origine, même si je suis typée, je ne suis pas du tout d'origine turque. Vous êtes auvergnate? Non, je suis belge même à la base. Je suis du Belgistan. Et la chanson finale est une chanson kurde, pareil, que j'ai travaillé à l'oreille et où j'ai demandé, j'ai essayé de trouver des personnes parlant le kurde. C'est très compliqué parce qu'en fait il y a 3 dialectes et même des fois sur leurs 3 dialectes ils les reconnaissent pas toujours complètement parce que là c'était dans une chanson donc j'ai essayé de me faire aider et j'ai travaillé à l'oreille. Oui, voilà, c'est ça. Oui, très bien. Ce personnage de Blachon, là, il est quand même très touchant. Parce qu'en fait, c'est un petit bonhomme ordinaire, complètement ordinaire. Qui aurait jamais voulu faire parler de lui à aucun endroit. Il veut juste à ses clients dépassé, mais en même temps très fermé quand même au début. Elle lui dit d'ailleurs à un moment... Un peu, il est inquiet, c'est ce qu'elle lui dit à la fin. Il comprend rien, il voit rien, il n'entend rien. Enfin, je sais pas, moi, il a du mal à rentrer en contact avec l'extérieur, avec les gens. Il est un peu inquiet quand même. Il va se retrouver dans un endroit qu'il connaît pas, des langues qu'il connaît pas. Et il sait pas, il craint pour son fils, il craint pour lui. Il sort pas, il veut pas aller à l'extérieur. Elle lui dit à un moment, sortez, faites un tour, et après elle lui dit, faites attention, dehors, il y a des gens rêvent de faire au père ce qu'ils n'ont pas pu faire au fils, etc. Donc il a inconsciemment un peu déjà ces peurs-là, quoi. Donc c'est un peu ce qui le referme. Et effectivement, être fermé pendant 24 heures, enfin 23h30, quand il y a une demi-heure qu'il y a quelqu'un qui est là. Oui, bien sûr. Oui, ça mais crée une jolie être fermé peut-être toute sa vie aussi. Hein. Peut-être. Ouais. Écoutez, merci beaucoup tous les deux, parce que ce couple, ce duo est quand même très... Enfin, je dis quand même à cause du contexte, bien sûr, qui est violent, mais très attachant. Merci. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans l'écriture, en tout cas des personnages, des deux. Même la SR, je la trouve très attachante dans la manière qu'elle a de venir s'occuper comme d'un enfant, ce pauvre Blachon. Oui, et puis on passe, comme elle dit, au lieu de s'arrêter un peu. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci aussi à vous. Merci. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le 5 août. Alors, pour nos petites chroniques régulières sur Avignon, j'espère qu'elles vous auront donné envie d'aller voir les spectacles. Ces spectacles, en effet, vont tourner en France. Alors évidemment, nous n'avons pas tout vu. Nous nous sommes régalés de 2 pièces dans le IN. Surtout le Tartufas d'Oskaras Korchunovas, qui vraiment nous a beaucoup plu, qui nous a paru d'une intelligence tout à fait rafraîchissante et qui nous a fait écouter le texte avec une grande actualité. Pour le off, évidemment, on nous proposait plus de 1000 spectacles. Nous sommes allés un petit peu à l'aventure, mais avons fait de belles rencontres, de beaux spectacles. Certains, évidemment, nous ont davantage plu que d'autres, nous ont plus appris, nous ont plus émus. Mais enfin, l'ambiance d'un festival, c'est toujours quelque chose de particulier. Alors Avignon, à ce moment-là, est complètement transformé. Vous qui le connaissez peut-être hors saison, vous seriez surpris de voir la foule des ambulants partout, quasiment partout, dans tous les lieux. On se dit, tiens, si tous ces gens sont amoureux du théâtre, quel bonheur. On est allé voir aussi une exposition à la Maison Villard, une exposition sur Jeanne Moreau. Parallèlement, il y avait un petit aperçu de dessin de Cabu spectateur, et nous avons assisté à un débat sur la parité homme-femme dans la culture, où nous y avons entendu avec beaucoup de bonheur David Bobet, qui manifestement, lui,
en tant que directeur d'un lieu, du CDN de Normandie, applique la parité dans son travail. Alors, l'ambiance, je disais, d'un festival est particulière parce qu'il y a du monde, parce que tout le monde s'intéresse au théâtre et l'on échange et ses commentaires et ses appréciations et allez voir si, là, non, pas tellement. Et c'est vraiment un grand plaisir. Alors maintenant, à vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont allés aussi à Avignon, ou bien à Aix-en-Provence, ou bien à Arles, ou bien à Marciac. J'espère que nous aurons l'occasion de les rencontrer et de retenir leurs sentiments, leurs souvenirs, leurs témoignages. Voilà, bonne semaine, bon été, à bientôt. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.